Le chef de l'État français semble convaincu de la nécessité de changer de Premier ministre. L'hypothèse revient régulièrement depuis plusieurs mois, mais prend de l'ampleur. François Hollande recherche un second souffle. Le marché de l'emploi pour les cadres est durement rattrapé par la crise. Les embauches dans cette catégorie professionnelle ont reculé de 10% en un an. Le taux de chômage progresse encore. Le gouvernement met en place un nouveau plan Vigipirate, une décision, nous le verrons, qui ne répond pas à la montée de la menace terroriste en France. Pourfendeur de l'idéologie du genre, la présidente de Jour de retrait refuse de s'exprimer à la télévision et ne donne jamais d'entretien. Elle rompt le silence en exclusivité pour TV Liberté. Madame, Monsieur, bonsoir. Va-t-il y avoir un remaniement ministériel et si oui, quand? Après les élections municipales ou après les élections européennes? Cette question semble de plus en plus pressante dans la majorité qui redoute une lourde défaite le mois prochain. Et avec 19% seulement de confiance au gouvernement dans l'opinion, il se pourrait que les jours de Jean-Marc Ayrault à Matignon soient comptés. Pour succéder à Jean-Marc Ayrault, le nom de Manuel Valls revient souvent. Une nomination qui arriverait peut-être au pire des moments pour le ministre de l'Intérieur. En chute libre dans les sondages, Manuel Valls peine à convaincre sur les bienfaits de son action Place Beauvau, avec de mauvais résultats dans ses deux priorités, l'immigration clandestine et la délinquance. Et en matière de chômage, les diplômés ne sont pas en reste. L'emploi des cadres recule nettement. Selon le bilan 2013 de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, leurs recrutements ont reculé de 10% l'an passé. Traditionnellement très bas, le chômage des cadres est passé en l'espace de 2 ans de 3,8 à 4,2%. Et une situation bien pire encore pour les cadres ayant 15 ans d'expérience ou plus. L'APEC estime à 10% seulement les prévisions de recrutement. Les embauches se feront essentiellement dans 3 secteurs, commercial, informatique et études, recherche, développement. Et les groupes du CAC 40 disposent de plus de 1500 filiales dans les paradis fiscaux. BNP Paribas possède ainsi 214 filiales de ce type, suivi du groupe de luxe LVMH, 202, Kering Expino 99, Crédit Agricole 86 et Schneider Electric 75. La répartition des bénéfices entre ces filiales permet d'échapper partiellement à l'impôt sur les sociétés plus élevé en France. Depuis janvier 2007, la menace terroriste est jugée permanente en France. Ce toilettage visuel a, selon Matignon, pour objectif de remobiliser la population pour que les patrouilles et contrôles se fassent plus nombreux. Ce nouveau plan Vigipirate ne donne aucun moyen de justice et de police supplémentaire. Ce toilettage serait-elle peut-être aussi anodin que ce qu'annonce le gouvernement? Mais selon le plan de Matignon, il garantit les libertés individuelles et reste à droit constant. Une précision surprenante que certains rapprocheront de l'article 13 de la loi de programmation militaire, votée en seconde lecture par le Sénat en décembre dernier. Les dispositions de l'article 13 vont bien au-delà de la lutte contre le terrorisme. En effet, le projet de loi permet aux services de l'État d'accéder aux données de l'ensemble des internautes. Femen n'est pas un groupe, n'est pas une bande de potes, mais des militants. Nous sommes unis, non pas pour boire des verres, mais pour se battre. Pour répondre au député UMP Georges Fenech, lequel a demandé une étude de la Miviludes sur le caractère sectaire du groupe, l'Ukrainienne choisit la provocation. Elle rétorque « Si les féministes et les humanistes sont à présent considérés comme sectaires en France, nous n'avons aucun problème avec cela. Et tant que cela sera affirmé par des bigots qui préfèrent jurer sur la Bible plutôt que sur la Constitution, nous continuerons à les combattre avec joie. » Une déclaration en anglais qui démontre la confusion chez Ina Shevchenko du droit français avec le droit américain. Femen a toujours vu en l'Église catholique une cible de choix. Et d'ailleurs, il y a un an, presque jour pour jour, les activistes avaient pénétré seins nus dans Notre-Dame de Paris pour fêter la renonciation du pape Benoît XVI en faisant résonner les nouvelles cloches présentées aux fidèles qu'elles ont par là même endommagées. Leur procès a finalement été repoussé afin de faire au préalable la lumière sur leur expulsion par 3 vigiles. Ces derniers sont poursuivis pour violence et risquent entre 750 et 1500 € d'amende. Et dans le même ton, le réseau social Facebook a récemment mis à jour ses formulaires d'inscription sur sa version anglophone. Désormais, chaque individu pourra se déclarer non plus seulement homme ou femme, mais il aura également le choix entre transsexuel ou intersexuel. Un exemple démontrant bien l'offensive planétaire de l'idéologie du genre. Le site Mediapart a tenté de démêler les fils d'un montage immobilier très compliqué. À l'origine, un contentieux fiscal. Le fisc réclame à la société propriétaire de l'immeuble 44 millions d'euros car il considère que son montage financier est trop opaque.
Et le siège du quotidien est détenu à 100% par l'UPA Patrimoine, société luxembourgeoise. De son côté, Bruno Ledoux affirme que ses ennuis avec le fisc sont en passe d'être terminés. Je cite, « Nous sortons d'un important contentieux fiscal sur cette OPCI à hauteur de 44 millions que nous avons gagné en première instance. En attendant une décision définitive de la justice, l'immeuble a été placé sous hypothèque. » Et une hypothèque qui pourrait contraindre Ledoux à vendre l'immeuble pour renflouer ses holdings déficitaires. Pour le personnel de Libération, le bras de fer engagé avec les salariés n'aurait eu pour but que de récupérer l'immeuble. Et Bruno Ledoux assure vouloir mener à bien son projet de Libéland. Du Colmao aux possibles paradis fiscaux, cruelle ironie pour Libération. Et passons à l'information en bref. Centrafrique et des renforts insolites pour les 1600 soldats français déjà déployés. L'Estonie et la Géorgie ont décidé l'envoi de contingents. La situation semble incontrôlable dans ce petit État de 5 millions d'habitants. L'armée française déployée sur place est, faute d'effectifs suffisants, incapable d'empêcher le nettoyage ethnique en cours qui est en passe d'aboutir à la partition de fait du pays entre le nord musulman et le sud chrétien. Vote blanc. L'Assemblée nationale a adopté mercredi une proposition de loi présentée par le groupe UDI de Jean-Louis Borloo, le reconnaissant à partir du 1er avril. Alors que de nombreux députés se félicitent de cette victoire pour la démocratie participative, la portée de cette réforme est à relativiser puisqu'elle ne s'appliquera pas à l'élection présidentielle ni aux référendums locaux. Ajoutons que les bulletins ne seront pas comptabilisés dans la catégorie suffrage exprimé. Et le grand angle maintenant avec notre invité du jour, Martial Bild, le directeur de la rédaction de TV Liberté, a reçu aujourd'hui Farida Belgoul, présidente de la journée de retrait à l'école. Un entretien exclusif. Belgoul, vous avez refusé tous les plateaux de télévision. C'est le premier plateau, celui de TV Liberté. Je vous en remercie. Déjà, je ne suis pas contre l'idéologie du genre. Pour une bonne raison, c'est que je veux me situer sur une position positive. Je suis pour l'interdiction de l'idéologie du genre dans les écoles. Je veux qu'on comprenne bien que l'idéologie du genre est un délit, voire un crime sur la personne fragile des enfants, qu'on atteinte par cette idéologie qui est entrée sournoisement à l'école sans le consentement des parents, sans même qu'ils en soient informés, et que cette idéologie a pour but de dévier, traumatiser, perturber durablement l'identité des enfants et donc des futurs adultes qui créeront l'avenir de demain. C'est-à-dire que je suis prête à tout perdre, j'ai déjà beaucoup perdu dans l'engagement qui est le mien, et je voudrais qu'on comprenne ici, c'est la raison pour laquelle je vous remercie de m'avoir invité, que je suis déterminée et que j'ai autour de moi de nombreuses familles qui ont bien l'intention de sauver leurs enfants de cette théorie. Est-ce que c'était la bonne idée de les faire retirer leurs enfants de l'école? Du tout une provocation. Ça peut être compris comme cela. Bah écoutez, si c'est compris comme cela, c'est qu'à dessein, on veut le comprendre comme cela. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où les journées de retrait de l'école arrivent après des mouvements populaires. Ces mouvements populaires, notamment ceux de la Manif pour tous, ont tous échoué. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le système sait parfaitement gérer les manifestations et les pétitions. Rappelez-vous la pétition de Frigide Barjot des 700 000 signatures qui est directement partie à la poubelle aussitôt reçue. Quand je vois cela, moi, j'apprends de la part des catholiques qu'il faut effectivement faire attention à cette idéologie du genre. Ce sont les catholiques, notamment sur Internet, qui m'ont informé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défiler avec des ballons en se plaignant de ce que la théorie du genre, comme le loup, va se servir de nos enfants à l'école dans notre dos, et de l'autre côté, parallèlement, les conduire nous-mêmes par la main dans la gueule du loup. Mais ce genre de retrait, qui ment dans l'affaire? Parce que le gouvernement dit c'est Farida Belgoul qui demande à des parents d'élèves mal informés de retirer leur enfant parce qu'on va parler d'idéologie du genre qui n'existe pas à l'école, ou est-ce que c'est le gouvernement qui ment parce que cette idéologie du genre, elle existe? Moi, je renvoie à mes vidéos, parce que j'ai construit mes vidéos de manière extrêmement pédagogique et j'y ai introduit toutes les preuves dont on a besoin pour se mobiliser aujourd'hui dans les JRE pour sauver les enfants. Vidéos et qu'on peut tous retrouver en dehors même de mes vidéos. On voit Najed Vallaud-Belkacem, accompagnés de militants des groupuscules LGBT, faire la leçon à des enfants de 10 ans, en primaire et au collège. Ce sont des documents qui sont officiellement diffusés par les JT. Donc, il y a aussi d'autres preuves qui sont éminentes et qu'on peut vérifier. Ce sont tous les textes officiels. Pourquoi envoyons-nous nos enfants à l'école? Est-ce que c'est pour parler de sexualité à tout bout de champ, a fortiori d'homosexualité, a fortiori de bisexualité, a fortiori de transsexualité? Moi, je dis que l'heure est grave.
Et je vous remercie de m'avoir invité, parce qu'il faut être courageux aujourd'hui pour inviter Farida Belgoul, et ça pose une autre question que je vais me poser à moi-même. Comment se fait-il que dans la France de 2014 aujourd'hui, quiconque ouvre la bouche en dehors des ornières du pouvoir qui entend massacrer le peuple dans son ensemble et dans tous les domaines, on soit désormais absolument interdit d'antenne et interdit de salle dans les villes où je me présente aujourd'hui. Est-ce que je suis autorisé à une question? La question c'est, est-ce que la journée de retrait de l'école, ça va se poursuivre? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez obtenu un énorme succès? La première journée a été un énorme succès. Résultat des courses, je vous le donne en mille. La police dans les établissements scolaires pour relever le nom des enfants absents au cours de la deuxième journée. Des représailles auprès d'enfants de 10 ans qui ont dû, pour se défendre, se mettre à pleurer devant les institutrices ou les chefs d'établissement. Une volée de boucliers incroyable de la part du corps enseignant qui a distribué des zéros, des heures de colle, qui a retiré le cahier de liaison, qui a intimidé les parents dans des réunions avec les inspecteurs d'académie que d'ordinaire on ne voit jamais. Là, ils sont tous descendus du haut de leur pyramide pour venir rencontrer la base et pour les intimider et faire en sorte qu'ils ne participent pas à la deuxième journée. Cette deuxième journée a eu lieu en février, succès total. Nous avons mis en ligne un formulaire et ce formulaire est en train aujourd'hui d'être rempli par les différentes familles qui ont participé. Ça nous prend quelques jours, on n'a pas les moyens de l'éducation nationale, nous, pour faire nos comptes. On les fait de manière extrêmement rigoureuse et je vous le dis, d'ores et déjà, nous allons annoncer des chiffres extraordinaire de participation. On peut parler de convergence dans ce cas-là. Est-ce que Bien ce sûr terme-là, qu'on peut parler de convergence. Et d'ailleurs, je suis très heureuse, puisque moi qui ai été l'initiatrice d'une initiative il y a 30 ans qui s'appelait justement Convergence 84 et que la presse de l'époque, il n'y avait pas Internet, que le pouvoir de l'époque qui était déjà celui du Parti Socialiste a enterré dans les oubliettes de l'histoire et qui est ressorti récemment grâce à une interview que j'ai donnée à Égalité et Réconciliation. Cette interview m'a amené aujourd'hui sur votre plateau puisque de cause à effet, nous avons pu nous rencontrer les uns et les autres. Des rencontres qui n'ont jamais été voulues ni prévues par le système ont lieu actuellement et elles sont porteuses de miracles. Alors, ma dernière question, parce que la question, elle se pose. Quelle est la démarche derrière vous? Qui est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une démarche d'une mère de famille ou est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? C'est-à-dire quelqu'un derrière. Je ne sais pas, est-ce que vous faites ça par vous-même ou est-ce qu'on vous a demandé de le faire? Mais qui pourrait bien me demander à moi, Farida Belgoul, de faire quoi que ce soit? Mon père n'était même pas capable, que je vénérais, de me demander de faire ce que je ne voulais pas. Aujourd'hui, on me connaît, j'ai un parcours. Ce parcours, il est public depuis que j'ai 25 ans. Ce n'est pas parce que j'ai été blacklistée pendant 29 ans qu'on peut ignorer qui je suis quand on le recherche. Je suis quelqu'un de profondément indépendant. Je n'admets des ordres de personne. Je ne travaille pour aucun État, ni même pour aucune religion. Parce que, à cet égard, je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'appelle à une convergence de toutes les religions, de toutes les philosophies pour sauver nos enfants, car nos enfants sont en danger. Donc, j'appelle tous ceux, athées ou croyants, quelle que soit la forme de leur foi, quel que soit l'état de leur analyse du monde et de l'univers, de considérer aujourd'hui que l'enfance doit être défendue, qu'elle doit l'être par les parents. Essentiellement, c'est eux que j'appelle, qu'ils soient catholiques, juifs, musulmans, athées, pour rejoindre le mouvement des JRE. Et si quelqu'un doit critiquer ce mouvement, qu'il nous propose autre chose, je suis prête à m'y soumettre s'il est efficace. Mais faire des manifs et des pétitions, on a vu qu'en dehors du rassemblement populaire que ça pouvait représenter, qui était pas mal et qui même positif, n'a pas pu assurer la victoire. On va suivre votre action avec intérêt, avec vigilance aussi. Merci beaucoup, Farida Belgoul. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Au revoir.